Bonjour Luc Julien. Bonjour. Vous êtes le co-inventeur de Siri, l'intelligence artificielle que l'on connaît tous sur nos iPhones. Vous êtes aujourd'hui le vice-président innovation de Samsung et vous nous faites le plaisir d'être avec nous depuis la Californie. Vous êtes un spécialiste reconnu internationalement de l'intelligence artificielle et vous êtes une personnalité de conviction et d'engagement. On a différents thèmes à aborder ensemble, carrière, technologie, entrepreneuriat. Ce sont des sujets assez nombreux à évoquer avec vous. Aujourd'hui, vous êtes donc avec nous pour accueillir nos étudiants et nos futurs étudiants dans le cadre de l'implantation de l'ESGI, la grande école de l'informatique sur notre campus de Lille. Qu'est-ce qui vous a incité à soutenir l'arrivée de l'ESGI, la grande école de l'informatique, sur notre campus de Lille? Pour moi, le cœur même de l'intelligence artificielle et d'ailleurs de toutes les matières qui s'y rapportent, c'est l'éducation. Et donc je suis, dès qu'il y a une nouvelle école, dès qu'il y a un nouveau campus ou quelque chose où on va effectivement apprendre, où on va s'éduquer sur ces sujets, moi je suis excité et je suis content de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Parce qu'il y a du travail, hein, et parce qu'aussi on raconte beaucoup de bêtises sur l'intelligence artificielle en particulier, mais sur aussi certaines sciences en général. Donc, dès qu'il y a une nouvelle école, et celle-là en particulier qui s'occupe d'informatique, je pense qu'il est très important de pouvoir en discuter et l'encourager. Ok, très bien, merci beaucoup. Vous êtes un expert de l'intelligence artificielle et Emmanuel Macron souhaite que la France soit en pointe dans ce domaine, soit la championne de l'intelligence artificielle. Quel rôle la formation peut-elle jouer pour que la France soit devant la Chine, devant les États-Unis? Je pense que foncièrement, on l'est déjà. D'accord. Donc, on ne le sait pas, on ne veut pas le savoir parce qu'on aime bien se tancer, on aime bien se flageller en France, on aime bien critiquer notre système éducatif, alors que notre système éducatif est extraordinaire. D'accord. Donc, on est devant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déjà très fort en maths. D'accord. Donc, et ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les intelligences artificielles, parce que je fais parler des intelligences artificielles et pas de l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles, ce ne sont aujourd'hui que des mathématiques. D'accord. Et donc, du coup, je ne dis pas que les Chinois et les Américains sont nuls en maths, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais nous, on est très forts en maths depuis longtemps. C'est dans notre sang, hein, c'est depuis le siècle des Lumières. Voilà, c'est la tradition française. On voit bien qu'en France, on a beaucoup de ces prix de mathématiques. On est un des leaders dans les prix de mathématiques. Donc, on a une capacité très, très forte. Maintenant, il faut effectivement, pour montrer qu'on est les meilleurs, il faut pouvoir encore plus développer ces capacités. Et donc, depuis ces bonnes racines, on va dire, qu'on a en mathématiques, il faut effectivement développer dans des écoles comme le SGI, il faut pouvoir développer les capacités qui sont purement attachées à l'intelligence artificielle, comprendre les statistiques, comprendre les données, les choses comme ça. Donc, toutes ces choses qui font qu'on va être effectivement très, très bon en IA. Mais pour ça, oui, ce n'est pas à la fin que des mathématiques, c'est aussi de la pratique. Et je pense que c'est ce qu'on fait dans des écoles comme celle-ci. Bien sûr. On lit souvent que l'intelligence artificielle va accentuer la fracture sociale. Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse, c'est oui et c'est non. C'est-à-dire que c'est oui parce que toutes les technologies, toutes les avancées technologiques amènent une certaine fracture sociale. Mais pour moi, la meilleure façon de la combattre, c'est justement par l'éducation. Et donc, c'est pour ça que je soutiens toutes les initiatives qui vont pouvoir faire en sorte qu'on s'éduque, parce que les gens éduqués, ils vont être capables de s'adapter.
D'accord? Et donc, c'est vrai que des fois, on peut tout lâcher. C'est-à-dire qu'on peut dire, je comprends plus rien, donc je vais effectivement faire partie de cette fracture. D'accord? Je vais être l'acteur de la fracture. Ou alors, on a un minimum d'éducation, on a un minimum de réactivité possible, et on va pouvoir s'adapter à à ce nouveau train qui va passer. D'accord? C'est pas facile, hein, mais quand on regarde au cours des siècles, c'est pas la première révolution industrielle, c'est pas la première fois qu'il se passe des choses dans la technologie, on va dire, et on s'adaptera. Alors, c'est douloureux des fois, d'accord, parce que ça peut effectivement embêter beaucoup de gens, mais encore par l'éducation, je pense qu'on arrive à faire en sorte de faire passer la pilule un peu mieux. On lit souvent que dans les journaux, dans la presse actuelle, que l'intelligence artificielle va créer de nouveaux métiers. À quel type de métier faut-il s'attendre? Ou alors, à quel type de compétences faut-il s'attendre demain? Alors déjà, il faut comprendre que, encore une fois, historiquement, les technologies, quelles qu'elles soient, remplacent des tâches. D'accord? Je ne vais pas parler de métiers, je vais parler de tâches. Alors évidemment, il y a des métiers qui ont plein de tâches qui sont remplacées, donc les métiers eux-mêmes sont remplacés. D'accord? Mais comme vous venez de le dire aussi, des métiers sont créés, des tâches sont créées. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais faire juste un petit point d'histoire rapide. J'ai parlé des canuts des années 18, du début du 19e siècle. D'accord? Les canuts sont remplacés par les machines, en l'occurrence les métiers à tisser. Il y a la révolution, ça dure 30 ans, hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'accélération est telle que ça va beaucoup plus vite, ces changements. Mais à l'époque, ça dure 30 ans, mais au bout de 30 ans, on se rend compte que les gens qui avaient été remplacés, les métiers qui avaient été remplacés, en fait, il y a eu des nouveaux métiers qui ont été créés, parce que l'automatisation a fait en sorte que les soies, les tissus sont tissés beaucoup plus rapidement, etc. Donc, il y en a beaucoup plus, et donc il faut créer des gens qui vont faire le packaging, qui vont envoyer les différents camions là où il faut, etc. Enfin bref, ça a créé beaucoup, et le bassin est devenu beaucoup plus actif que ce qu'il était avant, le bassin de l'emploi. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui va se passer aussi, hein, c'est ce qui se passe, mais d'une manière, comme j'ai dit, un peu plus accélérée. Et on voit que effectivement, il y a de nouvelles tâches qui sont créées, parce que maintenant, il va falloir aller réparer ces robots qui nous remplacent, entre guillemets. Il va falloir aller les programmer. Et en général, en plus, ce qui est intéressant, c'est que les tâches qui sont créées par ces technologies sont généralement beaucoup plus valorisantes que les tâches qui sont remplacées. Parce que par définition, les tâches qui sont remplacées, ce sont des tâches qui sont répétitives et pas tellement excitantes, d'accord? Parce que les robots ne sont pas très intelligents, on y reviendra certainement, mais cette intelligence artificielle, elle n'a pas grand-chose d'intelligent, d'accord? Et donc, du coup, ces tâches, elles sont répétitives et pas très intéressantes, alors que les nouveaux métiers donc, qui sont, eux, créés, assumant qu'on puisse faire, assumant, on dit pas ça en français, mais c'est assume, mais en anglais, je ne sais plus comment on dit en français, mais en supposant qu'on on s'éduque, on va avoir effectivement des métiers beaucoup plus valorisants et beaucoup plus intéressants et des tâches beaucoup plus valorisantes et intéressantes. D'où la nécessité pour nos étudiants de s'orienter vers les soft skills, vers plus d'autonomie, plus d'innovation, plus de créativité, pour justement se différencier des tâches automatisées des robots. Exactement. Le mot-clé dans ce que vous avez dit ici, c'est créativité. C'est-à-dire que, et c'est ça qu'une éducation comme celle que vous apportez va être intéressante, parce qu'on va nous donner effectivement des clés. On ne va pas nous donner le truc tout fait, il n'y a pas de recette, d'accord? Mais on va nous donner toutes les clés pour pouvoir être créatif. Parce que ces intelligences artificielles dont on parle, elles n'ont strictement aucune créativité. C'est nous qui les créons. D'accord? Elles ne font que répéter ce qu'on leur a dit qu'elles pouvaient faire. D'accord? Donc, la créativité, c'est nous. Et c'est nous qui allons effectivement, grâce à notre éducation, grâce à notre flexibilité, grâce à notre adaptabilité, on va être capable de continuer à gérer le monde et gérer ces IA, parce que c'est nous qui les gérons, c'est nous qui les contrôlons. Dans votre livre, vous semblez dire qu'Apple doit se remettre à innover. C'est étonnant de la part de l'inventeur de Siri, non? Alors, il faut comprendre que Siri, ce n'est pas Apple qui l'a inventé. Hein. Siri, on l'a inventé en 1997 dans un labo de Stanford. D'accord? Et donc, bon, ça a évolué après et ça a été racheté par Steve Jobs. Donc, Steve Jobs a été visionnaire dans le sens où il a vu cette technologie et il l'a racheté.
Et c'est ce qui se passe en général dans les grands groupes, hein, celui dans lequel je suis aujourd'hui aussi. C'est très compliqué d'innover dans les grands groupes. D'accord. C'est pour ça que je suis, moi, un fervent défenseur des startups, parce que je pense que c'est là où on innove vraiment, hein. Il y a vraiment, c'est là où on a le talent, c'est là où on a les gens. Et je suis très content de voir que les étudiants d'aujourd'hui, alors ce n'était pas le cas de mon temps, mais aujourd'hui, je suis content de voir que 50%, plus de 50% en fait, des étudiants des écoles d'informatique, en l'occurrence, se dirigent vers des startups pour commencer leur carrière. Alors qu'avant, c'était, on rentrait à France Télécom, on rentrait dans les métiers de l'État, etc., une fois qu'on avait fait ces grandes écoles. Donc là, aujourd'hui, il y a ce dynamisme français à nouveau, hein. Il faut être clair que le mot entrepreneur, c'est un mot français, même si mes amis américains me donnent tout le temps entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur. Ils l'ont dans la bouche comme ça en permanence, mais je leur rappelle que c'est quand même un mot français et que l'entrepreneuriat qu'on avait un peu perdu est à nouveau sur la table en France. Et donc, ces startups, c'est de là que vient l'innovation pour moi. Et donc, les grands groupes en général aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est ils ont le nez pour aller chercher les bonnes petites startups. Et on voit par exemple que Apple, dans les 6 derniers mois, a fait des dizaines d'acquisitions. D'accord. Parce que c'est comme ça ne se voit pas forcément, hein, ça ne fait pas la une des journaux, mais c'est comme ça que se fait l'innovation dans ces grands groupes en général. Est-ce que Siri a évolué comme vous l'aviez imaginé? Quelles améliorations vous pourriez proposer? Alors Siri, comme j'ai dit, ça date de 97, hein, les premiers brevets, donc ça fait quand même un moment. Et Siri de 97 est en fait beaucoup plus évolué que le Siri d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un Siri de laboratoire, hein, donc c'était un truc qui marchouillait, on va dire, mais la vision de Siri était beaucoup plus importante que le Siri implémenté aujourd'hui. D'accord? Le Siri de la vision de 97 ressemblerait beaucoup plus à aujourd'hui à un Alexa ou à un Google Home. D'accord. Donc Apple n'a pas su en quelque sorte développer Siri à l'intérieur, parce qu'un des problèmes de l'innovation aussi, c'est qu'une fois que vous avez découvert pépite ou pris la pépite, la développer à l'intérieur de la boîte, c'est compliqué. D'accord. Donc, l'innovation, c'est quelque chose de compliqué, je peux vous le dire en tant que vice-président d'innovation chez Samsung, c'est un truc compliqué. Et donc, du coup, comment Siri aurait pu évoluer? C'est sûr que si je suis parti d'Apple, en fait, c'est parce que c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est parce qu'on n'a pas pu le faire évoluer comme on voulait, c'est-à-dire que la vision qu'on en avait 13 ans avant n'était pas celle qu'on pouvait implémenter chez Apple. Donc, on a implémenté plein de trucs, hein. On a eu quand même 300 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, il y a 500 millions d'utilisateurs, donc on ne va pas se plaindre. C'est quand même pas mal. Mais disons que le nombre de services, par exemple, n'était pas le nombre de services qu'on avait imaginé, nous, au départ. D'accord. Donc, c'était très compliqué dans Apple de pouvoir les implémenter. Tandis que quand on regarde un Alexa aujourd'hui ou un Google Home, Alexa, aujourd'hui, a 70 000, ce qu'ils appellent des skills, qui sont en gros des services, alors que Apple, aujourd'hui, a toujours à peu près moins de 10 services. D'accord. Le Siri de 1997 avait donc dans ce concept 35 services. D'accord. Pour vous dire qu'on est encore loin de ça. Voilà. Mais donc, l'évolution, si vous voulez, c'est un peu normal, hein. Après, la boîte qui prend la technologie en fait ce qu'elle en a envie. Mais pour des gens qui aiment bien pousser les choses comme nous, on voulait, on était un peu déçus. Mais bon, encore une fois, on n'est pas déçus d'avoir commencé quelque chose. On a commencé une catégorie. D'accord. Donc, parce qu'avant Siri, les assistants vocaux, même si la reconnaissance vocale existait depuis longtemps, les assistants vocaux n'existaient pas. Donc, Siri a quand même commencé une catégorie qui aujourd'hui est assez vibrante et connaît des succès. Nos étudiants ont tous un téléphone entre les mains tout le temps. C'est un peu le prolongement de notre main. Et vous? Moi, non. Moi, je déteste le téléphone. Alors, c'est bizarre de dire ça, hein. Oui. Je déteste le téléphone. C'est pas tout à fait vrai. Bon, évidemment, je l'utilise quand j'ai besoin. J'en ai un, évidemment. Mais je ne l'ai pas tout le temps dans la main parce que je trouve que justement, cette interface est l'anti-interface. C'est-à-dire que c'est complètement inutilisable pour moi. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. D'accord. Alors, vous allez me dire, le clavier et la souris, ce n'est pas naturel non plus. Mais c'est vrai, ce n'est pas naturel non plus. Donc, je pense qu'on va arriver, alors je ne sais pas quand, mais on va arriver à des interfaces plus naturelles qui vont être beaucoup plus ce qu'on appelle les interfaces ambiantes, d'accord, des ubiquitous, on appelle ça aussi, donc des trucs qui sont autour de nous et qui vont pouvoir réagir. C'est un peu ce qui se passe avec Alexa, justement. D'accord. Alexa est un peu cachée dans un coin, puis elle nous répond quand on veut lui répondre. Alors, c'est intrusif, pas intrusif, privé, pas privé, bon, ça, on peut en discuter. Mais bon, je pense qu'il y aura des nouvelles interfaces qui vont arriver, qui ne vont pas avoir besoin d'avoir un truc en permanence dans la main, par exemple, qui est pas pour moi ergonomique. Absolument. OK, très bien.
on a, quel est dans ce, on a plusieurs études, notamment la dernière étude du cabinet McKinsey, qui répertorie un certain nombre de technologies qui vont révolutionner notre société, notre manière de travailler, notre manière d'interagir. Quelle est, d'après vous, la tech qui va justement révolutionner notre manière de travailler, celle que vous préférez? Est-ce que l'intelligence artificielle est justement celle qui aura le plus d'impact? Alors, encore une fois, je vais les appeler les intelligences artificielles parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle générale. Hein, celle-là, elle n'existera jamais. Donc, c'est celle-là qui va dominer le monde et nous dominer nous, elle n'existera pas. Donc, l'intelligence artificielle elle-même n'existe pas. Les intelligences artificielles, là, sont très intéressantes. Il y en a plein donc, qui s'occupent de domaines particuliers. Et là, effectivement, ça va régenter les domaines, ces domaines en particulier. Donc, les intelligences artificielles qui permettent d'avoir un meilleur transport, les intelligences artificielles qui permettent d'avoir une meilleure médecine, les intelligences artificielles qui permettent d'avoir une meilleure vie dans la maison. Donc, il y a plein de choses qui vont être reliées à ces intelligences artificielles. On n'est qu'au balbutiement aujourd'hui, il faut être très clair. Même si ça fait, moi, ça fait 25 ans, 27 ans, 30 ans que je fais de l'intelligence artificielle, mais il y a eu une révolution de l'intelligence artificielle au début des années 2010, on va dire. D'accord. Donc, après Siri, justement, et on s'est rendu compte que ça, et puis il y a eu un tournant des technologies aussi, parce que c'est là où on parle beaucoup de machine learning aujourd'hui ou de deep learning, c'est là où le deep learning est vraiment arrivé, d'accord? Donc, on est au balbutiement parce que 2010, c'est hier, hein, c'est même pas une décade, c'est-à-dire, donc on est dedans. Et donc, on va avoir encore beaucoup de choses très intéressantes qui vont être faites avec les intelligences artificielles, avec ces techniques mathématiques dont je parlais tout à l'heure. Mais après ça, il va y avoir d'autres techniques, il va y avoir d'autres choses qui vont être intéressantes à regarder et que des écoles comme le SGI doivent regarder et va certainement regarder. On parle beaucoup de l'informatique quantique, on parle des choses comme ça. Alors, ce n'est pas forcément des solutions qui sont prêtes tout de suite, mais au moins, il faut les comprendre, il faut comprendre pourquoi c'est intéressant et comment ça va faire évoluer potentiellement l'informatique et l'intelligence artificielle. On y est, et nos directeurs pédagogiques sont vraiment ancrés dans ces innovations. Luc, vous êtes aujourd'hui vice-président de l'innovation de Samsung. Est-ce que vous encouragez vos équipes à se former régulièrement? Oui, alors ça, c'est un de mes dadas, en fait. Hein. Bon, j'ai commencé par vous parler d'éducation, parce que je pense que l'éducation, c'est la base de tout. Alors, se former quand on est dans un milieu industriel ou dans un milieu de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester au courant de ce qui se passe. Nous, quand on fait de l'innovation, donc même si je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, quand on fait de l'innovation, ça veut dire qu'il faut être au courant ce qu'on appelle le state of the art, d'accord, savoir où on en est, où en sont les choses dans les différents domaines, que ce soit le quantique dont on vient de parler, que ce soit les méthodes de machine learning, de deep learning, tout ça. Donc aujourd'hui, de toute façon, il y a des plans à l'intérieur de l'entreprise qui sont des plans de formation et qui obligent les gens en quelque sorte. Alors franchement, je n'ai pas vraiment besoin de les obliger parce que ils aiment bien aller par eux-mêmes, aller chercher, aller découvrir, aller gratter un peu les choses qui sont sur lesquelles ils travaillent, parce que on doit être le plus performant possible, parce que quand on fait de l'innovation, on doit être à demain. On ne doit pas être à aujourd'hui moins, on doit être à demain plus. D'accord? Donc c'est obligatoire, mais en même temps, c'est naturel pour nous. Donc, je n'ai pas vraiment à le pousser. Tout le monde le fait, mais il y a des plans d'entreprise qui font en sorte que, de toute façon, il y a des facilités. Il y a des, en France, vous avez des comptes de formation, des choses comme ça. Nous, si aux États-Unis, on n'a pas exactement des choses comme ça, on les met en place au sein de l'entreprise. D'accord. Et vous êtes dans un secteur ultra concurrentiel. Samsung fait partie des grandes marques de la tech qui intéressent nos étudiants. Comment faites-vous pour attirer les talents au sein de Samsung? Alors, c'est compliqué, c'est facile. Alors, ça dépend où, déjà. Aux États-Unis, par exemple, c'est un peu plus compliqué qu'en France. En France, Samsung est une marque qui est la première marque reconnue. Donc, c'est assez facile d'attirer des gens en France. Et puis, surtout, franchement,
Je parlais déjà des États-Unis. Les États-Unis, c'est plus compliqué parce que bon, c'est une marque étrangère, c'est plus considéré comme ça. Même si en France, c'est aussi une marque étrangère, mais ici, c'est pas une marque américaine et on est plus, disons, nationaliste au niveau des marques ici. Donc, c'est un peu plus compliqué, surtout dans la Silicon Valley, parce que la Silicon Valley, Samsung a pas vraiment une image d'innovateur et donc c'est compliqué pour nous. Mais ceci dit, la vérité, c'est qu'on n'attire pas seulement sur la marque, on attire sur les projets. D'accord. Et donc aujourd'hui, moi, si j'ai pas de mal à attirer des gens d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, c'est parce que les projets qu'on propose ils sont excitants. Pour moi, ils sont évidemment très, très excitants. Et donc, c'est pas très compliqué d'exciter les gens pour venir travailler avec nous, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup d'avoir donné votre impulsion, votre encouragement à l'arrivée de l'ESGI sur notre campus de Lille. Et merci de participer à la formation de nos étudiants. Merci infiniment. Avec très grand plaisir. Et je viendrai vous visiter aussi avec très grand plaisir à l'occasion. Avec plaisir. Merci beaucoup.